Bonjour et bienvenue à cette deuxième partie, enfin premier après-midi du colloque de 2 jours, Einstein au Collège de France. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier intervenant. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Élie Durigne de l'Université de Paris-Nanterre. Et je tiens à vous signaler que les biographies et les bibliographies aussi sont dans le programme. Donc si vous voulez des renseignements sur les intervenants, vous pouvez lire le programme. Donc, j'aimerais aussi signaler que demain matin, le colloque commencera à 10h, en fait, car il y a un intervenant qui, malheureusement, n'a pas pu venir. Donc, si vous voulez noter que demain matin, ce sera à 10h plutôt que 9h. Donc, je laisse la parole à monsieur professeur Durigne. Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Bon, tant mieux. Je vais actionner mon chronomètre pour tenter de m'en tenir à la demi-heure réglementaire et vous expliquer 2-3 choses concernant donc Bergson et ses jumeaux, les jumeaux de Langevin bien sûr, et l'étrange obstination qui caractérise ce rapport un peu tendu à l'affaire de Langevin pour Bergson. Et en partie entre ces murs, puisque vous verrez que le Collège de France est un personnage assez important dans cette affaire aussi, en tout cas le site dans lequel se déroulent beaucoup de ces discussions et échanges entre philosophes et physiciens. Et j'ajoute, même s'il ne faut pas donner sa biographie, elle est dans les documents, que je suis, moi, philosophe et que c'est de ce point de vue-là, du point de vue de la philosophie, que j'aborderai cette affaire compliquée et parfois un peu pénible. Je veux dire la non-rencontre ou la non-discussion entre Bergson et Einstein, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Alors, je voudrais commencer par rappeler de quoi il s'agit avec ces jumeaux. Dans les conditions habituelles, en présence de corps massifs et donc en présence de champs de gravitation, le mouvement d'un système mécanique connaît des variations d'intensité, on pourrait dire. Plus précisément, des modifications de vitesse, ce qu'on appelle des accélérations. Et je pense que l'intuition centrale de la théorie de la relativité, et pas simplement de la générale, mais déjà de la théorie restreinte, qui a été un sujet de perplexité renouvelé pour le sens commun comme pour la pensée philosophique de l'époque, cette intuition centrale, elle tient finalement en peu de mots que Langevin a su communiquer au public des philosophes, et plus généralement au grand public, de la façon la plus claire à travers une sorte d'apologue qui est bien connue maintenant, sous l'appellation de paradoxe des jumeaux de Langevin, même si, pour des raisons que je ne vais pas développer ici, à l'époque où Langevin en parlait, l'année où il l'introduit, 1911, il n'était question ni de paradoxe, ni de jumeaux, ni de Langevin, au sens, il ne s'était pas auto-attribué cet argument qui tient en peu de mots. Je vais le citer tout simplement. Il s'agit ce qu'il raconte, de l'historiette qu'il mobilise à la fin d'une très belle conférence, un modèle de pédagogie relativiste, prononcé donc au Congrès international de philosophie de Bologne en 1911. Langevin dit « Cette remarque, il vient d'expliquer ce que j'ai énoncé d'emblée, à savoir que, normalement, en présence de champs de gravitation, un corps ou un système physique va avoir tendance à être accéléré, ce qui veut dire qu'il peut aussi bien ralentir, et qu'en conséquence, on va observer que ces modifications influent, voilà l'intuition centrale, sur la mesure des temps écoulés. L'accélération a un impact sur la mesure des temps écoulés au sein de ce système. Cette remarque que vient de faire Langevin, cette remarque, dit-il, fournit un moyen concevable à celui qui voudrait y consacrer 2 années de sa vie, de savoir ce que sera la Terre dans 200 ans. Il suffirait pour cela que notre voyageur, il imagine un voyageur, consente à s'enfermer dans un projectile que la Terre lancerait avec une vitesse suffisamment voisine de la lumière, donc à très grande vitesse, en s'arrangeant pour qu'une rencontre avec une étoile, par exemple, se produise au bout d'1 année de la vie du voyageur et le renvoie vers la Terre avec la même vitesse. Revenu à la Terre, ayant vieilli de 2 ans, il trouvera, en sortant de son arche, son globe vieilli de 200 ans. Donc il y a un différentiel des durées écoulées de part et d'autre, qui est une pure application, telle qu'il l'expose ici, et évidemment il donne quelques arguments et explications supplémentaires, une pure application du principe que j'ai énoncé, à savoir que l'accélération modifie, disons, le temps propre écoulé dans un système accéléré. Des systèmes physiques en mouvement relatif, s'ils subissent des accélérations, vieilliront différemment. Ce phénomène tout à fait extraordinaire, pour le sens commun, y compris philosophique de l'époque,
ce phénomène de déphasage des durées, je préfère dire déphasage plutôt que ralentissement ou dilatation, qui sont au fond des métaphores. Disons, il y a un décalage ou un déphasage entre les durées écoulées de part et d'autre, découle donc naturellement, ce qu'explique très bien Langevin, de la manière dont le temps propre, la notion de temps propre, intervient dans la théorie d'Einstein, à savoir comme une grandeur intrinsèque, mesurée localement, sur place, et qui n'est justement pas, je veux y insister d'emblée, qui n'est justement pas, comme on l'entend trop souvent, relative, cette mesure, au choix d'un référentiel. C'est même exactement l'inverse. La grande intuition, je pense, et je dirais l'impact philosophique de la relativité, il tient au fait qu'on place au cœur du formalisme l'idée que le temps qui compte, au fond, le temps propre, le temps qu'on peut mesurer en quelque sorte de façon absolue, il n'est pas relatif au choix d'un référentiel, mais tout simplement au chemin que décrit le système concerné dans l'espace-temps. Ou si on préfère, il est relatif à la relation entretenue par ce système avec le reste de l'univers au fil de son histoire. Puisqu'au fond, être accéléré, être ralenti, c'est toujours en relation avec l'environnement, et c'est donc une manifestation concrète, à nouveau, de la relation continuée d'un système avec le reste de l'univers. Voilà. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail historique de la chose, mais il faut savoir que, donc, je l'évoquais tout à l'heure, avant de devenir le paradoxe des jumeaux de Langevin, les jumeaux ont été, sans être désignés comme jumeaux, les jumeaux d'Einstein, malgré tout. C'est le premier Einstein à avoir imaginé, en 1905, dans son article Princeps, de comparer les temps propres associés à des organismes vivants en mouvement relatif. Ensuite, von Lau intervient autour de 1912-1913 pour désigner, donc après l'intervention de Langevin, quelque chose qui va circuler ensuite durablement sous l'appellation paradoxe de Langevin. C'est attribué à Langevin, c'est le paradoxe que je vous ai rapporté. Et puis quelques années plus tard, en 1918, Hermann Weyl introduit, ce qui n'avait pas été fait jusque-là, les jumeaux. C'est-à-dire qu'il imagine, au lieu d'organismes vivants ou de conscience, en général, 2 jumeaux. Et puis enfin, je dirais, c'est là que le Collège de France intervient comme une sorte de point, de lieu de cristallisation de l'affaire. Painlevé, Paul Painlevé, le mathématicien qui était, si j'ai bien compris, partie prenante avec Langevin, bien sûr, dans l'invitation d'Einstein à Paris en 1922. Painlevé formalise une version qu'on pourrait dire pure, un peu idéalisée du paradoxe de Langevin, où n'interviennent que des segments de trajectoire à vitesse uniforme, d'accord, selon une fausse symétrie, du coup, qui, je m'en expliquerai dans un instant, simplifie à certains égards la situation, mais au prix d'accentuer certains malentendus, certaines mécompréhensions. J'y reviens dans un instant. Et enfin, donc, le dernier acte, on pourrait dire, de ce petit drame des jumeaux que j'évoque à grands traits, le dernier acte, c'est Bergson lui-même, c'est-à-dire l'intervention de Bergson, à travers un livre que je vais évoquer dans un instant, Durée et simultanéité, qui, pour la première fois, nomme les jumeaux en leur accolant des prénoms, Pierre et Paul, comme il se doit dans une longue tradition philosophique. Quand vous avez 2 personnages à mobiliser pour un argument conceptuel, vous les appelez Pierre et Paul. Voilà aussi l'histoire assez longue, une dizaine d'années, de la cristallisation du dit paradoxe des jumeaux de Langevin. Et Bergson s'est très tôt intéressé à l'affaire, puisqu'il était présent quand Langevin a fait sa conférence en 1911. Il fait partie de l'assistance avec bien d'autres, Poincaré, Ostwald, mais aussi du côté des philosophes Durkheim, c'est un congrès de philosophie, je vous rappelle. Durkheim, Russell, Brunswick et quelques autres. Il est, comme tout le monde, vivement impressionné, et donc en 1922, il y a eu la guerre entre-temps, donc une sorte d'effet de retard, en 1922, Bergson est à nouveau présent, et même convié à parler, à l'occasion de la rencontre organisée dans les marges des conférences d'Einstein au Collège de France par la Société française de philosophie. C'est le 6 avril 1922. C'est donc la rencontre de Bergson, ou la présentation, d'Einstein aux philosophes. Bergson est là, il est là, et on l'invite à parler. C'est faussement improvisé, il avait amené ses papiers. Et il choisit de centrer son propos sur la question, non pas des jumeaux, contre toute attente, mais sur la question de la simultanéité, question beaucoup plus générale, et même, on pourrait dire, la question de la signification temporelle de la simultanéité, qui ne va pas de soi, parce qu'on a tendance à assimiler simultanéité à l'espace lui-même, à la donnée
de cet ordre des coexistences, comme disait Leibniz, qu'on appelle l'espace, le fait de pouvoir être juxtaposé spatialement, en quelque sorte, en même temps. Non, la simultanéité, et c'est bien tout l'enjeu de la relativité, pour autant qu'elle touche à ce problème, doit être envisagée comme une dimension du temps lui-même, ce qui n'est pas nouveau en philosophie. Kant avait dit ça clairement, en expliquant que la simultanéité était l'idée la plus intéressante dérivée du temps, pas du tout de l'espace, mais du temps. Donc Bergson envisage ce problème en relation avec cette nouvelle théorie physique. Le temps est à l'opposé de toute polémique, si on lit les minutes de ce bref échange, de cette allocution suivie d'un bref échange avec Einstein. Le ton n'est pas polémique. Bergson n'attaque jamais directement la théorie de la relativité. Au contraire, il s'en défend explicitement. Il est prêt à tout accepter, si ce n'est l'interprétation philosophique que les physiciens lui accolent à cette théorie. Sa manœuvre, je vais en donner un exemple dans un instant, est un peu oblique, un peu insinuante. On a franchement du mal à saisir le point, c'est-à-dire la portée exacte de ces arguments, qui sont plutôt évoqués que développés pour eux-mêmes. Et Einstein, comme on pouvait s'y attendre, n'y comprend rien. On ne peut pas tout à fait lui donner tort, et ce n'est pas simplement un problème linguistique. Et à son habitude, il tranche le nœud gordien de façon un peu abrupte, en expliquant, c'est une réponse qui tient en 5 lignes, en expliquant à Bergson que s'il a bien suivi, il était question de temps psychologique et aussi évidemment du temps physique, mais que lui, Einstein, ne voit pas qu'il y ait place pour un troisième temps qui serait le temps des philosophes. Bon. Il n'y a pas plus violent comme objection, c'est-à-dire qu'il retire, il soustrait purement et simplement le problème que Bergson essayait de poser, il le lui soustrait pour le renvoyer à cette alternative, à cette dualité entre un temps vécu psychologique d'un côté, qui serait le temps du sujet, et puis le temps des horloges, le temps des synchronisations objectives, le temps de la physique. Entre les deux, pas de place pour un problème philosophique. Bon. La bizarrerie, comme je l'ai dit, c'est que le propos se centre sur la simultanéité, et pas du tout sur les jumeaux. Le paradoxe n'est même pas évoqué, ou alors vraiment entre les lignes. Et la raison n'est pas entièrement difficile à deviner, c'est qu'un jour plus tôt, le 5 avril 1922, dans ses murs, au Collège de France, donc la veille, Painlevé avait eu assez d'audace pour prétendre démontrer à Einstein, au tableau noir, devant un parterre d'éminents confrères, qu'il existait, au sein de la théorie de la relativité restreinte, une erreur élémentaire dans justement la dérivation du temps déphasé des jumeaux. Bon. Pour clarifier son argument, il abandonne la référence au voyage sidéral, le voyage en boulet, et il propose un cadre plus rustique, un voyage en train, un train qui effectue un aller-retour, et on compare les temps propres mesurés de part et d'autre, c'est-à-dire du point de vue du chauffeur du train et du point de vue du chef de gare qui reste à quai immobile. Bon. Et bon, le nerf de l'argument que Painlevé essaye de construire, c'est qu'en réalité, si on prend les trajectoires 2 à 2, il y a une réciprocité complète en apparence, puisqu'il s'arrange aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, pour que les vitesses soient uniformes, de sorte qu'il n'y a pas plus de raison, et c'est un argument qui a été ensuite souvent repris, et notamment par Bergson, il n'y a pas plus de raison de dire que c'est le chef de gare dont le temps est ralenti, si vous voulez, que le chef de train, ou le chauffeur du train. Qu'en réalité, leurs positions sont strictement symétriques. À quoi Einstein a beau jeu de répondre immédiatement, que ça n'est évidemment pas le cas, puisqu'en réalité, il n'y a pas 2 référentiels dans l'affaire. Même s'il y a apparemment un train et une gare, il n'y a pas 2 référentiels, il y en a 3, puisque le train rebrousse chemin. C'est aussi simple que ça. L'accélération qui quand même subsiste dans l'histoire par le fait que le train fait demi-tour, donc un changement de direction du vecteur vitesse, c'est techniquement une accélération, même s'il n'y a pas de ralentissement. C'est de toute façon très hypothétique tout ça, c'est une expérience de pensée. Ce point de rebroussement introduit dans la situation une sorte de dissymétrie, une asymétrie de base, à partir de laquelle on peut retrouver le résultat prévu par Langevin. Donc le paradoxe subsiste, ou, si vous préférez, il perd son caractère paradoxal, puisque ce qui paraissait étonnant, ce qui semblait paradoxal, c'était justement que ce déphasage des durées semblait émerger sur un fond de réciprocité ou de symétrie complète. Si vous montrez que ce n'est pas symétrique, le paradoxe, je dirais, s'atténue très largement. Bien. L'affaire est conclue et, semble-t-il, à la satisfaction de toutes les parties, puisque Painlevé admet son erreur,
et que Bergson lui-même, le lendemain, donc, juge pas bon d'y revenir. Ce qui montre qu'il y a une certaine prudence de sa part, en tout cas. Le lendemain, il n'en est plus question. Il n'en est plus question, et il est en revanche question, bizarrement, ça c'est plus inattendu, dans son allocution, qui est quand même assez longue, il a dû parler une quinzaine de minutes, il est beaucoup question de microbes, non pas de jumeaux, mais de microbes. Et je veux juste faire moi-même une petite digression pour vous montrer à quel point Bergson est parfois difficile à suivre et, je dirais, excessivement subtil. Et en même temps, je ne sais pas pour m'acharner contre celui qui est, d'une certaine façon, un de mes maîtres, c'est-à-dire qui m'a nourri philosophiquement. C'est au contraire pour vous montrer l'espèce de différentiel de vitesse ou le mouvement relatif qui fait que les philosophes et les physiciens ont du mal à se comprendre. Je dirais c'est vraiment un problème de vitesse relative. Bergson est extrêmement lent à faire monter, à faire prendre un problème, et les détours qu'il emprunte pour ce faire sont pour beaucoup extrêmement opaques. Et un bon exemple, justement, c'est celui de la référence aux microbes. Alors, plus précisément, il s'agit de quoi ? Eh bien, il s'agit de se placer, pour penser la simultanéité, dans les conditions définies par le physicien, de se placer d'un point de vue hypothétique, là encore, donc c'est une autre expérience de pensée qu'il propose en regard de l'expérience de pensée des jumeaux. L'expérience de pensée des microbes suppose qu'on se place du point de vue de microbes, donc d'êtres extrêmement petits, sensibles à des intervalles d'espace extrêmement ténus, et qui pourraient adopter sur la simultanéité un point de vue, je dirais, aussi fin, adopter un degré de résolution aussi fin qu'on veut. Pour un microbe, explique Bergson, il n'y a pas à strictement parler de simultanéité absolue. La simultanéité de voisinage, aussi proche qu'on l'imagine d'une simple coïncidence locale, une sorte de superposition ici-maintenant de deux événements, peut toujours, du point de vue hypothétique du microbe, c'est-à-dire qu'il peut zoomer en quelque sorte à l'infini, peut toujours être traitée comme une simultanéité à distance. Donc, tel que l'explique ici Bergson, une simultanéité savante, puisque qui dit simultanéité à distance dit qu'on est obligé de se placer dans les conditions du physicien, c'est-à-dire de coordonner, de synchroniser des horloges distantes par des échanges de signaux, etc. Le principe du microbe, de ce point de vue, c'est au fond le principe d'une sorte de zoom infini, d'une finesse de résolution infinie qui permet de retrouver une simultanéité à distance, donc les conditions de la simultanéité savante, à toutes les échelles de la réalité. Cela dit, là j'ai un peu clarifié les choses, mais la portée exacte de l'argument tel qu'il est énoncé est plus délicate à saisir. Et de fait, elle a prêté le franc à des critiques très brutales, à commencer par celle d'Einstein. J'y reviendrai. Je crois en fait que c'est exactement à ce problème des microbes que songeait Einstein quand il attribue, c'est bien connu, au cours d'une conversation, qu'il attribue à Bergson une erreur d'ordre strictement physique dans sa compréhension de la théorie de la relativité. Dans une lettre à Metz, un peu plus tard, il écrit, je cite, « Bergson oublie que la simultanéité, ainsi que la non-simultanéité, de deux événements qui affectent un seul et même être, donc au même endroit, cette simultanéité est quelque chose d'absolu, écrit Einstein, absolu, indépendant du système choisi. » Et il pense que c'est ça que Bergson aurait oublié. Et évidemment, non. Bergson n'a pas du tout oublié ça. Il l'a si peu oublié, en réalité, que toute l'idée de son argument est, au contraire, de suggérer qu'en pratique, le physicien ne peut pas faire autrement que de référer ses procédures de synchronisation à des opérations locales de lecture d'horloge, qui, elles, ont un sens absolu, effectivement, absolu, bien qu'en un sens particulier, qui est celui que Bergson envisage, un sens absolu, parce qu'au fond, c'est intuitif. Parce que ça renvoie toujours à la possibilité d'une saisie synoptique, d'une saisie unitaire, d'une synthèse un peu paradoxale, de deux choses qu'on maintient comme distinctes, deux événements, et qu'en même temps on saisit comme ayant lieu en même temps, comme données en même temps, en simultanéité. Bon, alors sur ce point précis, là, un accord aurait pu être trouvé entre le philosophe et le physicien. Einstein lui-même écrivait dans son article de 1905, je cite, « On ne traitera pas ici de l'imprécision que renferme le concept de simultanéité de deux événements se produisant au même endroit, ou presque. On ne traitera pas des problèmes d'approximation. Celle-ci doit être éliminée, écrivait Einstein, grâce à l'abstraction. » Eh bien, c'est tout le problème. C'est tout le problème,
qui montre que là même où il pourrait être d'accord, c'est-à-dire sur la limitation pratique de notre accès à la simultanéité pure, le fait qu'on est toujours plus ou moins dans des conditions de simultanéité de proximité en quelque sorte, qui nous oblige à nous contenter d'une approximation de la coïncidence ou de la simultanéité absolue. À partir de ce point d'accord possible, il y a une divergence très claire entre celui qui pense qu'on peut franchir le pas, passer outre, grâce à l'abstraction, c'est le physicien, c'est Einstein, et celui qui pense qu'il faut aller beaucoup moins vite. Et donc là, en ce point précis, ralentir considérablement. Bergson voit dans ce recours nécessaire pour le physicien à l'abstraction l'expression de l'impossibilité où se trouve le physicien, en fait, d'autonomiser entièrement et directement le point de vue savant par rapport au point de vue intuitif. Le fait qu'on ait besoin de passer outre, de se situer à un plan d'abstraction qui effectue ce décrochage par rapport aux limitations et aux conditions pratiques de la mesure, est pour Bergson le symptôme que, en réalité, il y a là quelque chose lors d'un coup de force et qui doit philosophiquement être traité avec beaucoup de délicatesse. Alors, je terminerai cet excursus sur les microbes en vous proposant une grille de lecture si vous retournez, si ça vous intéresse, et que vous voulez retourner au texte de cette présentation un peu étrange de Bergson, de son projet philosophique sur la relativité et à la réponse un peu abrupte que lui a apportée Einstein, vous pourrez utiliser ce que je vous propose maintenant, c'est-à-dire une sorte de grille de lecture pour essayer de décrypter la portée réelle des arguments et les enjeux sous-jacents. Je propose simplement qu'on se rende compte que, et c'est ça qui fait la spécificité des arguments philosophiques de Bergson, c'est ça qui les rend si difficiles à mobiliser directement dans un échange avec un scientifique, c'est que la même référence au microbe remplit en même temps deux fonctions, simultanément pour le coup. D'un côté, ces microbes, et c'est le plus évident, se présentent comme des sortes de porte-voix de l'entendement scientifique, cet entendement scientifique qui veut tout redéfinir en termes de simultanéité à distance, et donc de réglage d'horloge à toutes les échelles de la réalité. Les microbes, tels que Bergson les fait parler, se disent plus einsteiniens qu'Einstein lui-même. Bon, à tous les niveaux, ils vont retrouver des procédures de synchronisation et donc des effets de désynchronisation ou de déphasage. Bon. Et donc les microbes, ce sont précisément ceux qui vont refuser de se donner une espèce de point de butée qui serait une irréductible simultanéité intuitive, une sorte de palier intuitif qu'on ne peut pas franchir. Si on accorde que les microbes peuvent être, et c'est ça l'hypothèse, aussi petits qu'on voudra, aussi sensibles qu'on voudra aux intervalles d'espace, on entrevoit le processus d'abstraction qui consiste à projeter, idéalement, une série emboîtée d'intervalles de plus en plus petits et qu'on suppose converger vers un point événement qui serait le lieu de ce que Einstein revendiquait par principe, le lieu d'une simultanéité absolue, une simultanéité de coïncidence locale, ponctuelle, bon, en un point mathématique de l'espace-temps. Voilà ce que revendiquent et réclament les microbes. À nouveau, ce sont ceux qui postulent au fond de la réalité une sorte de science toute faite, virtuellement déjà déployée comme un système de relations qui est indifférent aux échelles de grandeur. En l'occurrence, je cite Bergson, un système de simultanéité savante, indépendant donc des simultanéités intuitives, et qui serait en quelque sorte suspendu dans l'être, qui n'aurait plus à se raccrocher, idéalement, en droit, à des expériences locales, proximales de simultanéité intuitive, approchées. Bon, ça c'est la première fonction, la plus évidente des microbes. La deuxième fonction, qui est en quelque sorte superposée à la première dans l'argument bergsonien et qui rend la chose très difficile à saisir, c'est que d'un autre côté, ces mêmes microbes illustrent en fait, dans l'argument bergsonien, une considération qui, je pense, lui est inspirée par la lecture de Poincaré, qui est à l'arrière-plan de beaucoup de raisonnements de Bergson, et qui touche justement à des questions d'échelle, à des questions de relativité des grandeurs, et plus spécialement ici de relativité de l'espace. Puisqu'il dit par ailleurs que des géants, donc c'est la figure complémentaire des microbes, des géants, à l'autre bout de l'échelle des distances, pourraient, eux, contracter des distances gigantesques pour se placer, en fait, à leur échelle, dans les conditions d'une simultanéité quasi-intuitive. C'est-à-dire qu'ils pourraient saisir comme contemporains simultanés des événements séparés, sans passer par la simultanéité savante, en contractant simplement dans un acte perceptif unique ces deux événements, et donc en se remettant dans les conditions qui sont celles de la simultanéité intuitive. Et il ajoute, c'est ce que font en fait, en pratique, tous les microbes, entendez, tous les physiciens,
quand ils font de la physique. Je veux dire, quand ils se placent dans les conditions de l'observation et de la mesure concrète, effective. J'espère qu'on pourra discuter de ce point. Mais au moins, l'argument est clair. C'est-à-dire qu'au fond, les microbes sont aussi ceux qui, en pratique, par la manière dont ils font les choses, dont ils font le temps, démontrent qu'on ne peut jamais autonomiser intégralement le point de vue savant du point de vue intuitif. La représentation mathématique d'un espace homogène et relatif, ici, sert en fait de principe de liaison entre les différentes échelles, les différents plans de l'expérience, pour faire entrevoir une sorte de lien de continuité qu'on peut parcourir continuellement entre les zones de simultanéité proximale ou intuitive et les échelles immenses où, semble-t-il, le physicien n'a pas d'autre choix que de recourir à la simultanéité savante décrite dans les conditions de la théorie de la relativité. Bon, Bergson voit ça, il l'exprime dans cet état un peu colloïdal, où les choses sont superposées, ne sont pas extrêmement clairement articulées, et c'est typique de sa méthode, qui est une méthode d'intuition, pas au sens où il suffit d'ouvrir les yeux pour voir le monde et revenir à une sorte d'inspiration ou de source originaire qui serait l'expérience vécue. C'est pas ça. C'est un travail intellectuel extrêmement complexe qui consiste à localiser, dans un dialogue constant avec les sciences, localiser la zone d'ambiguïté où, ici, ce va-et-vient entre différentes échelles, mais aussi différents plans d'abstraction ou d'intuition, et à s'interdire de, justement, trancher le nœud de Gordien et de désarticuler trop vite les différents pans du réel. S'installer dans cette zone, la traverser, circuler dedans, pour voir, en quelque sorte, saisir sur le vif la manière dont, je cite, d'une simultanéité à l'autre, de la simultanéité naturelle à la simultanéité savante, s'opère une transfusion de réalité. Bon. C'est dans cette zone mouvante que veut nous installer Bergson. C'était très ambitieux de sa part de vouloir installer Einstein, qui avait peu de temps, qui était très sollicité, dans cette zone-là, dans l'espace d'une petite discussion d'un quart d'heure, mais il était naturel que ça donc conduise à quelques malentendus. Ce que Bergson veut faire saisir, en réalité, c'est quelque chose comme un glissement qui, à partir de cette zone mouvante, fait basculer trop vite à ses yeux le physicien dans une thèse qui est une erreur, d'après Bergson, une thèse et une erreur d'ordre métaphysique qui consiste à vouloir autonomiser les constructions intellectuelles, celles de la simultanéité, des constructions dont la signification proprement temporelle, pourtant, n'est pas séparable en fait des conditions dans lesquelles est vécue la simultanéité intuitive. Donc on pourrait dire en gros, si on résume, et ça commence à résonner très fort avec des choses qu'on a lues 100 fois du côté de la phénoménologie, chez Merleau-Ponty, d'une certaine façon déjà chez Husserl, à savoir qu'il y a un socle originaire de l'expérience humaine qui est en fait ancré dans les conditions naturelles de la perception, et que tout ce qui s'en écarte, toutes les élaborations intellectuelles et les plans d'abstraction que conquiert l'intelligence, au fil de l'histoire de l'élaboration des sciences, conserve une sorte de lien de continuité avec cet ancrage originaire, ne serait-ce que pour expliquer le fait que des simultanéités définies dans les conditions techniques qu'explicite Einstein continuent à avoir un sens temporel. Pourquoi est-ce qu'on se référerait à ces simultanéités savantes comme à des dimensions temporelles de la réalité plutôt qu'autre chose, s'il n'y avait pas cette espèce de transfusion de réalité qui maintient un lien continu de l'un à l'autre. Mais s'il se contentait de dire ça, effectivement, Bergson serait un phénoménologue, ce qu'il n'est pas. Et je veux juste indiquer, après cette longue digression microbienne, le thème qui me semble être proprement l'affaire de Bergson, le thème qui est en fait introduit par cet exemple, cette espèce de contre-exemple, cette contre-expérience de pensée des microbes, et je l'ai en fait indiqué, c'est le thème des échelles de la réalité, ou, je pense que ce serait le terme le plus adéquat, le thème des perspectives adoptées par la pensée sur le temps. Je veux dire que les microbes sont ici des figures qui incarnent un principe de perspective. L'idée, au fond, que ça n'a même pas de sens de parler de temps, et en particulier de parler de simultanéité, si on n'est pas d'emblée dans une certaine distance, si vous voulez, c'est une métaphore, si on ne prend pas le temps en vue à une certaine distance. C'est pour ça que l'idée de
placé d'emblée comme une sorte de fondement géochronologique dans l'espace-temps, placé d'emblée en chaque point de l'espace-temps la possibilité ou la virtualité d'une sorte de simultanéité de pure coïncidence locale, hein, un ici-maintenant qui permet en quelque sorte d'ancrer la simultanéité à distance dans des lectures d'appareils ou des indications d'horloge effectuées ici-maintenant, pour Bergson, relève d'une projection, d'une rétroprojection dans la réalité de quelque chose qui est de l'ordre d'une élaboration extrêmement tardive et qui a un degré de sophistication qui témoigne de son caractère dérivé. En réalité, ce qui est premier, c'est un temps, c'est une simultanéité éprouvée à distance, mais pas au sens technique, au sens cadré par la théorie physique, en un sens plus intuitif, plus immédiat, plus naturel, si vous voulez, qui est celui d'un sentiment de coexistence avec un ensemble d'événements proximaux, quelque chose comme une simultanéité épaisse qui définit un entourage, et sur lequel on prend des vues. J'ai conscience d'être un peu allusif et même métaphorique quand je dis ça, mais je vous renvoie, si vous voulez, dans l'ordre, par exemple, de la psychologie ou de l'élaboration proprement psychologique de ces questions, au texte de Piaget sur le développement de la conscience temporelle et des catégories temporelles chez le jeune enfant. Piaget est presque encore plus clair que Bergson sur ce point. Il explique très simplement que la donnée d'une simultanéité absolument locale, couplée à l'expérience d'une succession de proche en proche le long d'une ligne de flux, d'une ligne temporelle, n'a rien, justement, encore de spécifiquement temporel. Pour que la notion de temps comme catégorie spécifique émerge à partir de l'expérience diffuse de la succession ou du changement, il faut introduire des considérations de coordination à distance. Il faut, d'une certaine façon, rebrousser chemin, je veux dire inverser le cours du temps, pour se donner la possibilité, mais c'est une opération mentale, conceptuelle déjà, de mettre en relation ce qui a eu lieu dans le flux de mon expérience, dans le flux changeant de mon expérience, et ce qui a eu lieu ailleurs pendant ce temps. Autrement dit, ce sont littéralement les relations de simultanéité à distance, mais en un sens de la distance qui n'est pas encore cadré par les processus de synchronisation par échange de signaux, un sens en quelque sorte primitif de la distance, mais qui me permet de me coordonner, fût-ce intuitivement, à des événements qui ont lieu ailleurs pendant que ça se passe. Pendant que ça se passe ici, autre chose a lieu ailleurs. Et je dirais que ça, c'est l'intuition fondamentale qui guide tout le propos de Bergson sur la simultanéité, et pas du tout simplement l'idée que, il faut ne jamais oublier qu'à côté du temps des horloges, il y a un temps du sujet ou un temps subjectif ou psychologique. Tout l'enjeu est de savoir ce qu'on appelle un temps subjectif et psychologique. La thèse de Bergson, c'est que c'est quelque chose qui nécessite d'emblée de prendre au sérieux la notion de perspective. Bon. Et ce qu'il reproche à Einstein, c'est de passer beaucoup trop vite sur cette question. La preuve, le symptôme de ça, dans la discussion ensuite qui s'est prolongée à travers le livre de 1922, publié quelques mois après la discussion avec Einstein, durée et simultanéité, et ensuite dans les années qui suivent par interlocuteurs einsteiniens interposés, des gens comme Becquerel, des gens comme André Metz. Le symptôme récurrent, c'est du côté des physiciens, cette espèce de saut argumentatif qui consiste de conclure du fait avéré, ça, il n'y a pas de discussion là-dessus, du fait qu'il n'y a plus moyen de définir uniformément un temps universel, un temps global, absolu, qui vaudrait pour tous et partout, pour la raison que j'ai dite, et qui illustre le paradoxe des jumeaux. Donc les temps propres sont sans cesse, dans les conditions habituelles, sans cesse déphasés, du fait que tout accélère par rapport à tout le reste, à tout instant. Le symptôme, je disais, c'est que de ce constat, qui est incontournable, indépassable, on glisse, ou on passe presque insensiblement et sans médiation à une thèse d'ordre métaphysique en réalité, et je conclurai en expliquant ce que j'entends par ce mot, qui consiste à dire que, soit, alors il y a toutes sortes de variations possibles, mais en gros, soit que le temps n'existe pas, c'est-à-dire qu'il n'existe que des durées locales, des temps propres qui sont en fait des manières de paramétrer localement des lignes d'évolution, mais sans
possibilité de coordination globale invariante, objective, absolue en ce sens, soit de dire que bon, le temps existe, mais sous une forme tout à fait nouvelle, un peu monstrueuse, qui a peut-être pour nom espace-temps, en tout cas, en quelque sorte, coagulé dans la forme de ce bloc univers, dont le devenir semble être irrémédiablement soustrait, un univers-bloc, en quelque sorte déployé d'une pièce, où, en effet, il n'y a plus moyen de définir de façon absolue, invariante, une ligne de front du devenir universel qui nous ferait assister à sa genèse ou à son déploiement temporel. Encore une fois, l'intuition, c'est que le temps n'a d'usage que local. Eh bien ça, c'est juste intenable pour Bergson, parce que ça revient à dénier au temps son caractère proprement temporel, dont j'ai expliqué il y a un instant, qu'il tient presque entièrement au fait qu'on peut adopter, qu'on doit adopter d'emblée sur lui une perspective. Et adopter une perspective, ça veut dire qu'il faut prendre au sérieux la notion de simultanéité, qu'il faut la prendre au sérieux comme une dimension du réel lui-même, pas simplement comme un artefact qui est lié à l'usage, au choix en lui-même arbitraire de référentiels qui permettent de se débrouiller pour avoir une sorte de cadrage global des lignes de simultanéité, mais dont on rappelle aussitôt qu'elles sont relatives, qu'elles n'ont donc pas de sens absolu, invariant, objectif. Il faut prendre la simultanéité au sérieux, au-delà de ce constat de relativisation, et par exemple envisager ce que fait Bergson de différentes façons, qu'on puisse redonner un sens à la simultanéité qui ne soit pas nécessairement global, c'est-à-dire littéralement universel, des plans de simultanéité à l'échelle de l'univers tout entier, mais qui soit au moins régional. Qu'on puisse par exemple envisager à différentes échelles, c'est là que la notion d'échelle intervient aussi, des poches ou des zones de simultanéité définies par les possibilités d'interaction entre un observateur ou un système mécanique et son entourage, là aussi sous les contraintes habituelles de la causalité. On ne peut pas aller plus vite que la lumière, mais je veux dire par là, et ça, je m'arrêterai ici, puisque j'ai épuisé mon temps, c'est confirmé, je pense qu'il n'y a pas de discussion possible, par ceux qui s'intéressent aujourd'hui à la relativité du point de vue métaphysique, c'est-à-dire en essayant d'extraire de la théorie elle-même des schèmes pour penser le mode de coexistence, le mode de connexion des choses selon le temps, eh bien, il est possible de définir, en effet, comme Bergson, je pense, en avait le pressentiment, des modes de simultanéité, alors certes non standards, probablement très peu utiles pour un physicien, mais objectifs, c'est-à-dire ne dépendant pas du choix d'un référentiel, pouvant être exprimés par des grandeurs intrinsèques, en temps propre, si ça vous chante, mais qui donnent un caractère plus ou moins robuste à l'idée que dans des zones de l'espace-temps, des ensembles d'événements entretiennent entre eux des relations privilégiées qui permettent, au moins sous une perspective, par exemple du point de vue d'un événement source, à partir duquel on ferait rayonner des signaux dans toutes les directions, de définir des enveloppes de simultanéité. Je pourrais vous faire des dessins, j'aurais dû peut-être projeter des choses, mais ça m'aurait obligé à les expliquer en détail, donc j'aurais perdu du temps. Mais on peut tout à fait, dans la représentation classique, espace-temps, en utilisant les diagrammes de Minkowski, identifier ces poches ou ces zones de simultanéité. La plus simple, elle a été, et je terminerai là, définie par Whitehead, qui, mieux que Bergson, a su probablement se faire entendre de certains physiciens, et lui avait pour usage de l'appeler contemporanéité. C'est une variété pour lui de la simultanéité qui prend une forme très simple. Prenez un événement, un point événement dans l'espace-temps. Ça peut être l'émission à tel moment, en tel lieu, d'un rayon de lumière qui va diffuser dans toutes les directions, à la vitesse de la lumière. Et envisager, à partir de ce point, donc c'est quand même indexé, il y a une perspective ouverte par cet événement source, envisager tous les événements de l'univers qui, par principe, pour des raisons, je dirais, de principe, ne peuvent pas être connectés causalement à cet événement source. Envisager, par exemple, ce qui se passe à l'autre bout de la galaxie, à une distance suffisamment grande et dans un intervalle de temps suffisamment restreint pour qu'on ne puisse pas avoir de connexion causale, c'est-à-dire de transfert d'influence, de transfert d'énergie de proche en proche à une vitesse inférieure à la vitesse de la lumière, eh bien, vous aurez une relation, on pourrait dire, de séparation, de non-connectibilité causale entre ces deux événements. Généraliser ce raisonnement
Et vous obtiendrez, vous pouvez le dessiner, c'est la zone que Eddington appelait l'ailleurs absolu, absolute elsewhere. C'est la zone extérieure au double cône de lumière dans les diagrammes traditionnels. Il appelle ça contemporanéité, parce que ça définit par rapport à un événement indexé à un événement source, un ensemble d'événements, donc une zone entière de l'espace-temps, qui est déconnecté causalement de cet événement, et qui lui est donc simultané, mais en un sens tout à fait particulier, qui n'est plus du tout la simultanéité plate, la simultanéité de l'instantané, à laquelle on songe spontanément, et qui, elle, en effet, est relative. C'est une simultanéité absolue, elle est indépendante du choix du référentiel, et elle est en effet parfaitement inutile pour des raisons pratiques, parce que ça va sans dire pour un physicien. Mais pour un philosophe, c'est extrêmement important. Et on pourrait décliner ces modes de simultanéité régionale pour élaborer ce que Bergson dessine en filigrane dans ses raisonnements, mais de sa façon subtile et insinuante, pour, je dirais, donc définir quelque chose comme une doctrine élargie de la simultanéité, qui serait de fait une doctrine métaphysique, qu'on peut lire en creux dans la théorie physique, que Einstein n'a pas voulu voir comme la plupart des physiciens qui n'y sont pas intéressés, mais qui est une métaphysique beaucoup plus puissante, à vrai dire, et beaucoup plus pertinente, aux yeux de Bergson en tout cas, que celle qui consiste simplement à dire que le temps n'existe pas, comme s'il s'agissait du Père Noël, ou qu'il existe plusieurs temps, autant de temps que de systèmes en mouvement, ce qui revient à faire du temps quelque chose qu'on peut compter, comme les pommes dans un panier. Plus intéressante est la question d'une métaphysique de la coexistence, informée par les résultats scientifiques, et qui promettrait peut-être quelque chose comme un dialogue continué entre les physiciens et les métaphysiciens qu'ils sont de toute façon. Ils n'ont pas le choix. Pas simplement quand ils écrivent des livres de philosophie le dimanche, mais aussi simplement comme Einstein de façon constante quand il réfléchit sur les fondements et sur la portée générale, la puissance d'abstraction de leur discipline au-delà des résultats strictement scientifiques. Métaphysique ici signifie simplement, ce sera mon dernier mot, réfléchir sur les catégories ultimes qui permettent de décrire le réel, unité et multiplicité, des temps en l'occurrence, mais ça pourrait être autre chose, la question de la connexion et de l'unité, la question de la totalisation des événements dans une forme unifiée, comme l'espace-temps, mais il y aurait probablement d'autres manières de penser cette totalisation, etc., etc. Je voulais vous informer de ça et rappeler à quel point le dialogue fut difficile, en ces murs, mais aussi au-delà, et peut-être formuler le vœu qu'il en aille autrement dans ce siècle. Je vous remercie.